professeur Loïc Babé, Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Président national du Conseil scientifique national, Messieurs les secrétaires généraux de l'Enseignement supérieur universitaire, Messieurs le recteur de l'Université de Lubumbashi, Messieurs le recteur des DG, Messieurs les conseillers au collège de son Excellence le Président de la République, en présence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Haut-Katanga, j'ai tous, à vos titres et qualités pour protocole observé, il m'a été confié la charge de pouvoir parler de la sécurité alimentaire si la technique peut mettre les médias en rapport avec cette question. Chère technique, est-ce que vous pouvez être exposé? Voilà, vous pouvez avancer. Parlons donc de l'agriculture, la sécurité alimentaire et la résilience climatique. J'ai reçu de mon doyen de l'organisation aussi de parler de l'agroindustrie, des thèmes qui étaient réservés aux collègues professeurs Chomba et des soucis de santé. Il a donc donné sa contribution, ça sera vers la fin. Donc, en termes des plans exposés, nous allons parler des concepts clés, nous parlerons de l'état des lieux, nous parlerons des causes des faibles productions et de l'insécurité alimentaire. Nous allons donner des recommandations par rapport à cet exposé et après, nous allons faire un clin d'œil sur l'exposé que devait donner le collègue Chomba et il n'est pas ici, donc je vais faire la synthèse sur l'agroindustrie. Du reste, ce qui a été proposé par le professeur Kiloda comme solution par rapport au fait que nous ne faisons que exporter les matières premières au lieu de les transformer. Donc si nous voulons assurer la souveraineté de notre pays, il faut penser à la transformation et pour les secteurs agricoles, il faut penser à l'agro-industrie. Alors pour le premier exposé, ici nous sommes au niveau des concepts parce qu'on a parlé de la résilience climatique. Pour la résilience climatique, il y a deux aspects qu'il faut considérer. L'adaptation, c'est ce qui cadre avec la résilience. Donc utiliser de moins en moins de terres, de l'eau et d'autres ressources, d'engrais et privilégier l'agroforesterie et la diversification. Alors si on va dans le cadre de l'atténuation climatique, c'est là qu'il faut donc réduire les émissions et protéger les sols contre l'érosion et la désertification. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre les termes résilience. Et là, ce qu'on propose au niveau de l'agriculture, c'est l'agriculture intelligente qui tient compte de la nécessité à plus produire tout en conservant les ressources naturelles. Alors, l'autre thème, c'est la productivité agricole qui a trait à la sécurité alimentaire, comme j'ai relevé lors de mon intervention. Quand on parle, passez à l'autre slide, quand on parle de la sécurité alimentaire, on peut se baser sur la production locale, mais on peut aussi se baser sur les importations. La sécurité alimentaire a 4 piliers. On peut avancer. La sécurité alimentaire a 4 piliers. Et au niveau de ces piliers-là, nous avons la production, la disponibilité, c'est là qu'on a la production, l'accessibilité, la stabilité et l'utilisation. Le concept de la sécurité alimentaire, on peut l'assurer en recourant aux importations. Alors aujourd'hui, la FAO elle-même, qui a initié le terme autosuffisance alimentaire, a évolué pour parler de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, on parle plus de la souveraineté alimentaire. Voilà pourquoi nous avons proposé que notre pays, au regard des potentialités
cautionner les importations que nous observons aujourd'hui. Nous devons plutôt évoluer vers la souveraineté alimentaire qui a l'avantage de se baser sur l'augmentation de la production locale, qui a l'avantage de reconnaître le droit de la population à une alimentation saine, mais surtout une alimentation qui est basée sur une production en rapport avec l'agriculture et aussi en rapport avec ce que nous acceptons. Donc si nous voulons aujourd'hui assurer notre souveraineté, nous devons évoluer vers la souveraineté alimentaire qui repose sur ces piliers, notamment le fait que nous avons droit à une alimentation saine qui est produite selon les méthodes que nous voulons, tout en respectant la nécessité de pouvoir. Alors, quel est l'état des lieux aujourd'hui au niveau de l'agriculture? Nous sommes où pour qu'on puisse voir où est-ce que nous voulons aller? On peut présenter les potentialités dont on avance. Ce sont des choses qui sont connues. C'est que la RDC est dans l'eau. Et dans l'eau, pourquoi? Parce que nous avons une grande réserve en termes d'eau au niveau de la planète. La RDC, c'est ce pays-là qui a 80 millions d'hectares de terres arables, donc 4 millions d'hectares de terres irrigables. C'est qu'aujourd'hui, c'est inconcevable qu'on puisse soutenir l'importation du riz. C'est inconcevable que la RDC puisse continuer à dépendre des importations du lait. À Kinshasa, par exemple, il faut autour de 10 millions, 20 millions de baguettes de pain par jour, mais ce lait-là est importé, alors on peut le produire localement. En termes de l'eau, c'est 62% du bassin du Congo, donc quand on parle du bassin du Congo, c'est la RDC qui représente à elle seule 62%. Alors au niveau des poissons, nous avons des espèces halieutiques qui sont en quantité suffisante et même diversifiées. Nous savons ici au niveau de l'Université de Lubumbashi, les collègues de Boger et les autres collègues ont eu à faire l'inventaire des espèces halieutiques qui n'étaient pas encore reconnues au niveau mondial. Ça a été décrit pour la première fois au niveau de notre pays. Donc là, nous présentons le paradoxe agricole de la RDC. Je vais présenter les potentialités parce que selon Collins, la RDC est capable de nourrir un quart de la population mondiale. Aujourd'hui, c'est 2 milliards d'âmes que la RDC peut nourrir. Pourtant, nous avons le problème, nous n'arrivons pas à nourrir 100 millions d'habitants. Donc, il faut réfléchir pour arriver, n'est-ce pas, à augmenter la production locale, donc à évoluer dans les concepts de la souveraineté alimentaire. Là, nous présentons, on peut rester là où on était, nous présentons des groupes par rapport aux importations. Donc, la situation actuelle, nous sommes dans une dépendance cruelle en termes d'importation, et c'est surtout les céréales. Donc, vous avez les maïs, les riz et les blés qui sont importés en grande quantité. Si on interroge les spécialistes dans les chiffres économiques, on va nous renseigner que la RDC dépense 2,5 milliards de dollars dans l'importation des denrées alimentaires. Ça doit s'arrêter, ça doit changer, il faut qu'on pense autrement. Là, ce sont des cours justement qui représentent le niveau d'importation par rapport aux produits agricoles. Donc, on va voir qu'on est en force d'importation. Il faut rêver qu'un jour la RDC arrive à exporter les produits alimentaires. Au lieu de voir les tracts qui entrent ici, qui sont avec le minerai, soit qui entrent avec justement les produits agricoles, les denrées agricoles, et parfois ça va un peu vite. Nous voulons que ce soit l'inverse, que la RDC puisse répondre à la séquence rendez-vous du donner et du recevoir en exportant les produits agricoles, afin de remplacer ce que les économies sont orientées ici. L'économie nationale dépend de l'extraction minière, dépend de notre exploitation en termes de minerais. Nous voulons que ça puisse être soutenu par l'agriculture. Comme je l'ai dit dans plusieurs colloques, on ne peut pas penser au développement de la RDC sans penser au développement de son agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture congolaise emploie plus de 80% de la population. Donc, si nous voulons développer le pays, il faut développer son secteur agricole. Alors, ici, on présente en fait le pays
célébrer. Ça veut dire qu'on peut avoir des cultures familiales qui vont se comporter ici dans notre pays convenablement. Pour les cas de l'élevage, c'est en saison sèche. Voilà pourquoi la plupart des cultures maraîchères sont pratiquées en saison sèche pour répondre aux exigences liées à ces cultures. Donc, avec ces deux cas, on présente en fait la possibilité à la RDC de pouvoir pratiquer toutes sortes de cultures. Déjà, on dépend de son sol, malgré qu'il est connu, contrairement à ce que les journalistes peuvent dire, les sols tropicaux sont pauvres. Mais au niveau de la RDC, nous avons aussi des types de sols qui sont riches. C'est comme le sol volcanique du Kivu, où il y a des possibilités de pouvoir obtenir des rendements élevés, même sans faire usage des engrais. On peut évoluer. Voilà, ce qui est là, toujours parlant du paradoxe. Donc nous avons le potentiel théorique, tel que je l'ai laissé là, des bases d'étagnes de terre, des ressources hydriques abondantes, mais la situation actuelle, c'est l'insécurité alimentaire endémique, la dépendance persistante aux importations. Ce n'est pas de cette manière que nous pouvons penser au développement du pays. Il faut changer les choses et nous pouvons évoluer pour arriver au niveau des propositions. On peut avancer en termes de médias. Voilà, là on présente des causes. La RDC est dépendante des autres pays. On va rapidement passer à ce niveau-ci pour comprendre qu'il y a des problèmes biophysiques et liés à l'environnement. C'est notamment cette question de la variété climatique, de l'érosion, de dégradation des sols, des ravageurs. Avec les changements climatiques aujourd'hui, on a assisté à ce JP-là, qui est la chenille légionnaire qui attaque par exemple la culture du maïs. C'est un produit du changement climatique. C'est à partir de 2016 que cette chenille est connue comme étant une chenille d'automne américaine. Ça a traversé pour venir attaquer les cultures en Afrique, notamment en RDC. Les problèmes agronomiques et technologiques, nous avons des problèmes de faible légalisation, d'accès limité aux écrans, des déficits de légalisation et perte des récoltes. Il y a aussi, on ne va pas l'oublier, le problème géopolitique. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de conflits armés et d'insécurité. Comment un agriculteur peut continuer à produire quand il sait qu'il va labourer, il va s'aimer, mais qu'il ne saura pas récolter. Donc il faut résoudre ces problèmes d'insécurité qui sévit au niveau de notre pays pour que nous puissions arriver à assurer l'augmentation de la production agricole. Les problèmes au niveau socio-culturel, il y a la pression démographique, il y a les autres dégradés, accès limité au financement, c'est un problème sérieux parce qu'il n'y a aucune banque agricole aujourd'hui qui peut garantir les financements aux producteurs agricoles. On avance. Voilà, il n'y a pas que les problèmes en rapport avec ce que nous avons élevé, il y a le changement climatique, parce qu'on va parler de cela. C'est qu'aujourd'hui, la RDC subit aussi des chocs, n'est-ce pas, du changement climatique. J'ai parlé de cette chenille qui s'est développée pour attaquer nos cultures, mais nous assistons aussi à une période où la pluie n'est pas très bien répartie. Il y a des moments où on a trop de pluie et il y a des moments où la pluie s'arrête brusquement. Ça a des répercussions sur les rendements parce que ça va conduire à des chiffres de rendement. On peut avancer. Voilà, il y a aussi des défis agronomiques et techniques, là où nous pouvons intervenir comme faculté de sciences agronomiques pour résoudre les problèmes. Je vais ici parler des problèmes de stockage. Nous pouvons intervenir pour mettre sur le pied des variétés qui peuvent résister à des attaques de chauffilis des maïs, nous parlons des charançons, qui attaquent des cultures, même au niveau du stockage. Je voudrais relever seulement ce point-là, mais il y a aussi des problèmes de techniques agricoles moins adaptées. L'agronome a toute sa place parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas permettre qu'il y ait un hôpital sans médecin, mais on permet qu'il y ait une ferme sans agronome. Comme conséquence, on arrive à des faibles rendements. Si nous sans médecin, on ne puisse pas nous permettre une ferme sans agronome, parce qu'une ferme sans agronome, ça va conduire à des faibles rendements, ça va conduire à des catastrophes. On peut avancer. Voilà donc le problème qui se pose. Nous avons parlé de la pression de la croissance démographique. On pourrait considérer cela comme un avantage, mais ça pose le problème sur la pression de la demande. Alors que de l'autre côté,
dernier temps, nous sommes en 2016, il y a eu une crise de maïs au niveau de la province de Katanga, et 4 ministres nationaux sont venus avec l'idée d'aider les Katanga, mais n'ont pas trouvé de solution au niveau local. Ils ont pas réussi à monter pour aller chercher la solution à chaque fois. Le problème, c'est quoi? C'est que ceux qui produisaient avant pour alimenter les grandes villes ne produisent plus. Les paysans, les familles, ils produisent cette année, ils ne coupent pas sa production. L'année prochaine, ils produisent, ils ne coupent pas la production. Il va réduire les superficies, il va réduire le niveau de production. C'est la situation actuelle. Donc, si on veut booster l'agriculture, il faut garantir que le produit agricole sera acheté à un prix rémunérateur. C'est ça qui fera de l'agriculture une activité rentable. On n'aura plus besoin de faire des campagnes pour booster les gens de l'agriculture. Quand quelqu'un se rend compte qu'il peut cultiver, gagner sa vie grâce à l'agriculture, il ira lui-même faire l'agriculture sans qu'il soit poussé par quelqu'un. On peut avancer. Alors, on a déjà parlé du problème de l'instabilité géopolitique avec des zones où il y a des conflits et ça devient difficile de pouvoir accéder aux champs, ça devient difficile donc d'assurer la sécurité alimentaire. On avance. Voilà, donc ça c'est le cercle vicieux de l'insécurité alimentaire de la région qui par IA, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Donc vous avez la croissance démographique, le problème de garder la pression sur le système global, ça va conduire à quoi? Ça conduit à un accès limité au financement et aux intrants, c'est cela conduit à l'utilisation d'outils manuels et généraux, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec notre agriculture biologique, ça va conduire à des faibles rendements, des pertes de postes agricoles, ça va conduire à des faibles revenus agricoles, donc on n'aura pas de moyens, on va rester dans ces cercles-là, il faut voir maintenant comment occuper les cercles, c'est ce que nous avons donné comme proposition. Voilà. Recommandation. Nous pensons ici qu'il faut renforcer la recherche et la vulgarisation, mais aussi le financement agricole. Ici, la loi, la création du fonds NADA, c'est le Fonds national pour le développement de l'agriculture. Il y a lieu d'activer ce fonds au niveau provincial. Il doit y avoir un fonds provincial pour le financement de l'agriculture. C'est ça qui va résoudre ce problème-là, des problèmes d'accès au financement. On propose la promotion de la mécanisation agricole, l'accès aux intrants et développer une agriculture résiliente au climat. C'est là que se trouve notre fameuse loi sémencière qui va développer les secteurs sémenciers. Parce que si nous voulons assurer la souveraineté alimentaire de la RDC, il faut déjà commencer par assurer la souveraineté des intrants. Ça veut dire qu'il faut produire les intrants localement. Ce n'est pas normal qu'on puisse utiliser des milliards ou des millions de dollars pour importer les engrais, pour importer les semences et penser ne pas développer l'agriculture. Il faut arriver à financer les circuits de recherche ici pour que les intrants agricoles soient produits localement. Au niveau de la semence, l'Université de Louvagie, à travers sa faculté de sciences agronomiques, a déjà fait sa part. Nous avons 4-5 variétés de maïs améliorées qui sont inscrites au catalogue. Il est bien de soutenir cette initiative pour qu'on puisse produire beaucoup de bases, beaucoup de semences certifiées qui vont servir à l'augmentation de la production au niveau de la province de Katanga, mais pas seulement au niveau des trucs agricoles, parce que ces semences se sont bien comportées dans les longues aussi. Investissement dans les extractions de stockage et la transformation locale. On ne peut pas développer l'agriculture pour que nous de la vie sans développer l'agriculture. Ça sera la fin de notre exposé. On avance. Alors voilà ce qu'on doit assurer. Ici, nous proposons de pouvoir quitter la dépendance aux importations parce que ça pose des problèmes. Aujourd'hui, on assiste même à une concurrence déloyale. Les produits importés coûtent moins cher que les produits locaux. Et la conséquence, c'est que notre agriculture n'est pas compétitive. Notre collègue ne va pas aller à cela. Parce que du côté de la Zambie, l'agriculture se passionnée. De l'autre côté, l'agriculture n'est pas passionnée. Nous achetons les intrants en Zambie, ça devient difficile donc de soutenir la production locale. Donc, si nous voulons assurer notre indépendance, il faut commencer par là. Donc, ce qu'il faut, c'est la capacité de la RDC, donc un pôle pour la souveraineté alimentaire, pour arriver à aider les pays à définir ses propres politiques agricoles et alimentaires
soutenir activement les producteurs nationaux, réduire la dépendance systémique aux importations, valoriser la production locale, protéger de manière proactive les ressources énergétiques nationales. Ça trait à la souveraineté du pays. On peut avancer. Voilà, donc ce qu'on propose ici, c'est qu'il faut séparer spécifiquement la loi, en fait, c'est pas seulement la loi agricole générale et la loi spécifique du secteur financier. Nous l'avons dit, c'est une exigence au niveau des arts. Il faut améliorer la visibilité des règles et des définitions des responsabilités, parce que la Constitution, on peut décider de sa révision, oui, mais après, il faut qu'il y ait des textes réglementaires qui doivent accompagner les dispositions pertinentes de cette Constitution et même les dispositions pertinentes de certaines lois. La loi agricole, par exemple, de 2011 dispose que les intrants agricoles sont exonérés des produits et des taxes, mais sur les terrains, ça pose encore problème. C'est là qu'il faut aussi agir pour qu'on voie vraiment les changements, pour que cette Constitution qui va produire des lois sectorielles, que cela soit appliqué pour arriver au développement intégral, n'est-ce pas, de leur Congolais. Je suis en train de rêver, comme je l'ai dit, que les Congos puissent arriver à exporter. On me fait dire qu'il reste 2 minutes, même si j'ai enseigné également de communication. On peut donc aller très vite au niveau de l'agro-industrie. Voilà, on va fournir ça au secrétariat technique. On peut avancer. Au moins, il y avait avancer. Il n'y a plus rien que ça. Voilà, donc on va finir par dire que pour arriver à tout cela, donc arriver à un développement concret dans notre pays, pour ce qui concerne les secteurs agricoles, nous avons prôné qu'au niveau des politiques, on puisse songer à la souveraineté alimentaire, c'est un nouveau concept, qu'on quitte le concept de l'autosuffisance alimentaire, qu'on quitte le concept de la sécurité alimentaire, et tout ceci, ça sera boosté lorsqu'on va développer l'agro-industrie. Merci pour votre attention. Nous avons travaillé et non pas des cours, nous avons été appelés sur le champ pour exposer. Nous devons aller trop vite, excellence. Il n'y a pas de débat. On vous remercie. Vous avez le dire, on pourra vous appeler. Alors pour le moment, une question qui va noter, il ne va pas y répondre. Parce que lui, il parle de l'équilibre institutionnel entre innovation, biosécurité, protection de l'environnement, etc. La question cruciale du point de vue et de la Constitution et de nos lois, la Constitution parle de la souveraineté sol et sous-sol qui appartiennent donc à l'État, mais il y a une tension qu'il faut réguler, équilibrer entre justement le sol et le sous-sol. Parce que, en réalité, l'exploitation minière a prévalence sur l'exploitation du sol. Et donc, il se pose un problème de souveraineté alimentaire lorsque l'exploitation du sous-sol s'impose, et parfois de façon anarchiste. Vous avez certainement vécu des cas sur le sol. Y a-t-il des terres réservées? Quand on lit le code forestier, le code foncier, le code agricole, nous sentons qu'il y a des dysfonctionnements justement. Il faut une harmonisation rapide. Et vous allez répondre évidemment à la question après le panel de l'après-midi basé sur la route pastorale.